Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc Christophe, vous avez le contrôle, donc vous pouvez commencer la présentation si vous voulez. Je regarde si j'ai le contrôle du slide. Ouais. Non. Si là c'est bon, vous passez. C'est moi qui passe, super. Ouais. Ok. Tac, 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 tac. Donc bonjour à tous. Je vais donc intervenir ce matin sur les contrats à l'export avec un focus sur le contrat de distribution. Et donc on va clore ce cycle de webinaire sur le développement à l'export. Je vais d'abord présenter les différents schémas de développement à l'export. Puis après, je me concentrerai sur la façon dont on peut utiliser le partenaire local, spécialement en tant qu'agent ou distributeur. J'évoquerai rapidement les sujets d'implantation directe en quelques mots pour avoir une vision d'ensemble. Et puis, on traitera de deux points alors, qui sont très juridiques, mais qui sont propres aux contrats internationaux. Ce sont les sujets ce qu'on appelle communs à tous les contrats, que sont le droit applicable à un contrat international, et puis les problèmes de détermination du juge compétent. Et puis on finira par un quiz, donc une question-réponse. S'agissant des techniques de développement, il y a pas mal de techniques de développement assez variées. On peut les synthétiser selon que l'on fait appel à un collaborateur, un spécialiste local, agent commercial ou distributeur, ou selon que l'on cherche à s'implanter directement, soit par voie d'un bureau de représentation qui est très léger, ou une succursale ou une filiale détenue à 100%, ou à nouveau avec un partenaire local, ce qu'on appelle quelquefois sous forme de joint venture. En fait, chaque technique répond à chaque fois à une stratégie ou à une combinaison de stratégies. Et cette réflexion qu'on mène normalement pour le développement, même on va dire domestique, franco-français, est encore plus importante à l'international. Elle est absolument nécessaire pour ne pas se tromper d'outils contractuels à l'export. Alors, j'ai du mal, voilà. Donc, si on veut faire appel à un collaborateur ou un spécialiste local, c'est que, en général, on fait un constat que la pénétration du marché local nécessite une expertise locale. Cette expertise, elle peut être très très différente selon l'expérience de l'exportateur, selon le type de marché, si c'est un marché réglementé ou pas, si c'est un marché qui a certaines barrières à l'entrée d'ordre financier ou à nouveau d'ordre réglementaire, comme par exemple en matière pharmaceutique. Et puis, il y a des aspects politiques et juridiques qu'il faut bien évidemment prendre en compte et qui vont souvent justifier l'appel à un spécialiste local. Chaque type de spécialiste local va répondre à des objectifs ou à une stratégie qui aura été arrêtée par l'exportateur en fonction de ses souhaits, puis en fonction aussi de ses contraintes budgétaires, contraintes d'équipe, contraintes d'expérience ou d'expertise en matière d'export. Si par exemple l'exportateur veut limiter le risque d'insolvabilité de ses clients étrangers, il va plutôt prendre un distributeur. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à concentrer son risque d'insolvabilité sur un seul gros acheteur ou plusieurs acheteurs, par exemple un par pays, qu'il surveillera de près, bien évidemment, et il abandonnera peut-être l'hypothèse de faire travailler un agent commercial qui lui trouve une multitude, s'il faut l'espérer en tout cas, une multitude de clients différents dont il faut vérifier l'insolvabilité et les encours. À l'inverse, si l'objectif est de créer sa propre clientèle, de maîtriser le prix de vente local, de maîtriser son image de marque auprès, on va dire, du consommateur ou de l'utilisateur final, l'agent commercial est plus adapté puisque l'agent commercial va créer pour votre compte une clientèle, va la trouver, va la développer et c'est vous qui aurez ce contact direct avec les clients.
Par exemple, si l'un des objectifs est de limiter le risque politique ou social dans un pays étranger, il est préférable à nouveau de prendre un distributeur, à charge pour celui-ci, on va dire d'une certaine manière, de nationaliser le produit ou la prestation de service locale en tant que société locale auprès des clients locaux. Alternativement, et c'est souvent utilisé à l'international, notamment pour répondre à ce sujet-là, c'est le fait d'utiliser un commissionnaire à la vente. On ne va pas beaucoup l'aborder dans cette présentation, mais le commissionnaire à la vente est un peu à la fois un agent et un distributeur. Il est agent à votre égard, puisqu'il est à vos ordres. En revanche, vis-à-vis des tiers, il se présente comme étant le distributeur. Donc, pour des raisons souvent politiques ou d'image de marque, cela peut être intéressant. Et puis, si l'exportateur doit faire réaliser des prestations de services après-vente, des prestations de garantie, des prestations annexes, en général, il est préférable de travailler plutôt avec un distributeur qui va prendre en charge ces prestations et ces SAV et prend la responsabilité, plutôt qu'un agent qui peut le faire au nom et pour votre compte. Et puis souvent, les structures d'agents sont plus légères. Évidemment, tous ces objectifs peuvent se combiner, ils doivent donc être hiérarchisés pour trouver le meilleur schéma contractuel. Si d'un point de vue juridique, on cherche un peu à synthétiser le rôle de chacun, faire la distinction entre les partenaires, pour prendre un terme générique, qui n'achètent pas vos produits et puis ceux qui les achètent pour les consommer et surtout pour les revendre. Le partenaire qui achète vos produits peut vous représenter ou ne pas vous représenter. La représentation, donc, c'est le mandat, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va agir en votre nom, qui va parler en votre nom et qui va, par ses actes, même si vous les encadrez dans le contrat, va vous engager. Très souvent, on peut faire appel à l'export et c'est beaucoup plus d'utiliser, on va dire, à l'export qu'en matière interne, à un intermédiaire qui ne représente pas l'exportateur, c'est le courtier, ce qu'on appelle le sponsor, le broker éventuellement aussi. C'est quelqu'un qui a en général un bon carnet d'adresses, qui connaît ce qu'il faut et qui compte localement et qui va vous trouver eh bien, les personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Donc soit il va vous trouver par exemple un autre agent commercial qui va faire le job après d'agent commercial, soit qui va vous trouver les bons intermédiaires locaux, qui va ouvrir les bonnes portes, etc., ou qui va vous trouver simplement le distributeur avec lequel après vous allez travailler. Donc c'est quelqu'un qui met en relation et qui ne vous représente pas puisqu'il vous met simplement en relation, à charge pour vous de négocier directement et de contracter à l'issue de votre négociation. Et puis il y a plus classiquement les intermédiaires qui vous représentent. Il y en a deux types, il y a ceux qui vous représentent officiellement, puis c'est les autres de façon occulte. Officiellement, c'est soit le mandataire d'intérêt commun, soit surtout l'agent commercial. Le mandataire d'intérêt commun étant en droit civil, en droit français, une figure de style, on va dire, légèrement différente de l'agent commercial, très légèrement. La grande différence étant qu'il n'est pas réglementé par les dispositions du Code de commerce qui sont pour la plupart d'ordre public, impératives. Et la deuxième grande différence, essentielle quand même pour vous, c'est qu'à la fin du contrat, le mandataire d'intérêt commun n'a pas nécessairement droit à une indemnité de fin de contrat, contrairement à l'agent commercial, et pour lequel c'est un droit et auquel on ne peut pas déroger. Mais ils ont la même mission, ils vous représentent, ils trouvent des clients et ils négocient en votre nom et pour votre compte selon vos instructions. Et puis il y a donc le mandataire occulte, le commissionnaire à la vente. Lui vous permet de mettre en place un système alors légèrement peut-être plus complexe, mais qui peut répondre encore une fois à des stratégies, à des objectifs, puisque le commissionnaire à la vente étranger va être votre mandataire dans vos relations contractuelles bilatérales, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui vendre vos produits, vous allez les lui confier, vous allez donc lui donner un prix de revente, vous allez lui donner des instructions au titre de la commercialisation de ce produit, donc il est on va dire à vos ordres, et puis vis-à-vis des tiers, il ne va pas vous dire qu'il est commissionnaire d'ailleurs, hein, c'est plutôt occulte, hein, c'est comme un
un agent secret. Il ne dit pas qu'il est agent secret. Donc, le commissionnaire va plutôt se présenter vis-à-vis des tiers comme étant un distributeur, un revendeur. Et vis-à-vis des tiers, il va prendre la responsabilité, notamment de la bonne exécution des contrats de vente. C'est-à-dire notamment, par exemple, en termes de délai, en termes de qualité, en termes de respect de la réglementation locale. Donc, ce sera lui qui sera la tête de pont et qui sera dont la responsabilité sera également éventuellement mise en jeu. À charge pour le commissionnaire, s'il a bien fait sa mission et si le problème vient du produit, qui est inhérent au produit, de se retourner contre le fournisseur. Et dans ces cas-là, le prix de vente facturé par le commissionnaire et encaissé par le commissionnaire, en fait, appartient à l'exportateur et le commissionnaire, en général, doit idéalement tout transférer, moins sa commission, et la commission est soit déduite immédiatement, soit non déduite immédiatement et reversée ultérieurement. Et puis l'autre grande catégorie, c'est lorsque le partenaire achète vos produits. Alors, il n'y a pas de figure de style différente, en tout cas de régime juridique très très différent, sauf pour le dernier point, la franchise. Mais sinon, on peut déjà distinguer, surtout selon que vous travaillez sans cadre écrit ou avec un accord cadre écrit. Donc l'accord, quand il n'y a pas d'accord cadre écrit, c'est ce qu'on appelle la relation commerciale informelle. Et là, votre cadre juridique minimum sera vos conditions générales de vente. Export, alors on n'en parlera pas beaucoup ici parce qu'on a donc plutôt choisi de se concentrer sur le contrat de distribution, même s'il y a quelques questions qui vont revenir. Le point important que vous devez avoir en tête, il y en a au moins deux. Le premier, c'est que c'est bien d'avoir des conditions générales de vente export, on va dire, rédigées en anglais. En revanche, ça ne sert, enfin, on va dire, il n'est pas suffisant de se contenter de traduire du français en anglais vos conditions générales de vente export. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que il y a des problématiques qui n'existent pas dans vos ventes domestiques, ou il y a des problématiques qui ne sont pas aussi sensibles dans vos ventes domestiques. Je parle du transfert de risque, je parle des problèmes de transports internationaux, de contrôle d'échange, éventuellement même de risques monétaires, entre ce qu'on appelle monnaie de compte, monnaie de paiement, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément, on va dire, traités dans les conditions générales de vente. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, les vendeurs français bénéficient d'un régime juridique à l'export qui n'est pas du tout celui du régime juridique interne. Je m'explique. Quand vous vendez en France, dans des ventes franco-françaises, vous allez être soumis aux dispositions du Code civil sur la vente. Voilà. Il y a notamment une disposition importante en matière de vente, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la garantie légale des vices cachés, qui est due par le vendeur. Le vendeur doit garantir les vices cachés qui sont donc inhérents à son produit, et ce pendant une durée assez longue. Je rappelle que vous êtes tenu, dans les limites de la prescription de 5 ans, à charge pour l'acheteur de le dénoncer, bon alors on va dire par courrier, etc. Mais au plus tard, il doit agir en justice dans les 2 ans de la découverte, et ce dans les 5 ans. Mais il y a encore beaucoup de temps. Ça, c'est un point important en matière interne. Or, en matière internationale, vous n'êtes pas tenu par les dispositions du Code civil. En tout cas, ce n'est pas du tout obligatoire. Automatiquement et par défaut, lorsque votre contrat sera soumis au droit français, d'ailleurs à d'autres droits nationaux, vous allez être soumis aux dispositions de la Convention de Vienne de 1980, ce qu'on appelle la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, en abrégé CVIM. C'est un texte qui est en vigueur en France depuis au bas mot 35 ans, que les juges découvrent toujours en 2020, que les juristes découvrent souvent aussi en 2020. Ça existe, c'est facile d'accès, vous pouvez le regarder sur Internet. Bon, le confinement est terminé, donc c'était le bon moment de lire la centaine d'articles pendant le confinement, mais il y a une centaine d'articles dans la Convention de Vienne. C'est assez pratique parce que ça a été rédigé pas uniquement par des juristes, parce que c'est une convention qui a été négociée au sein d'un organisme de l'ONU.
Et ce sont ces dispositions-là qui s'appliquent à l'export. Quand vous regardez ces dispositions, vous vous dites qu'elles s'appliquent automatiquement à votre contrat de vente, sauf dérogation. Donc, en principe, quand vous faites des conditions générales de vente-export, l'exercice consiste à se positionner par rapport à la Convention de Vienne en tant que vendeur et grosso modo écarter tout ce qui peut être écarté ou en tout cas adapté et qui vous est un peu préjudiciable, notamment des délais un peu courts, quelques mentions qui ne sont pas les bonnes que vous pouvez écarter, puisque toute la Convention de Vienne est ce qu'on appelle supplétif de volonté, c'est-à-dire qu'on peut y déroger en tout ou partie. Et puis, ce qui a été oublié ou ce qui n'est pas suffisamment avantageux pour vous, des droits qui ne sont pas suffisamment précisés, ben vous les précisez encore plus. Le point important sur la Convention de Vienne, quand vous vendez à l'export, c'est que vous n'êtes pas soumis à la garantie légale des vices cachés du Code civil, vous êtes soumis à la Convention de Vienne, à ces garanties. Et les garanties, eh bien, sauf mention contraire dans vos conditions générales, s'éteignent sur la qualité du produit 2 ans après la livraison. On n'est pas du tout sur la même longueur d'exposition à un risque, ce qui d'ailleurs peut avoir une influence sur votre couverture d'assurance, en bien en principe. L'autre point, c'est que la Convention de Vienne oblige l'acheteur à dénoncer les éventuels vices dès qu'il en a connaissance dans un délai aussi bref que possible. Et donc, c'est à vous, par exemple, de mettre dans les conditions générales quel est le délai. Mais ce sont des délais assez courts. Et la sanction de la Convention de Vienne, c'est que normalement, vous ne pouvez plus demander le remplacement du produit ou la réparation. Donc, vous êtes avantagé. Il faut en profiter parce qu'à l'export, vous bénéficiez d'un régime juridique qui est assez favorable par rapport au Code civil interne. L'autre point, et pour finir là-dessus, pour finir la grosse parenthèse sur les CGV, le point important, et qui est beaucoup plus important qu'en matière interne, c'est la façon dont on va rendre opposables les conditions générales de vente. Pourquoi? Parce que il y a deux choses. Il y a un enjeu et puis une question de pratique. La pratique, c'est que vous n'avez pas l'habitude de le faire en matière interne. En matière interne, vous avez de belles conditions générales de vente que vous mettez au dos de vos factures et vous vivez avec. Et somme toute, vous vivez pas trop mal. Pourquoi? Parce que les juges ont une jurisprudence très favorable, pour ne pas dire souple, sinon laxiste, pour constater que même si l'acheteur n'a pas signé ou formellement accepté les conditions générales de vente, il les a implicitement acceptées simplement par la répétition de la mention des CGV au dos ou joint à vos factures. Pourquoi pas? Ce n'est pas toujours très justifié parce que quand on réfléchit au sujet, on s'aperçoit que la facture n'est qu'un mode d'exécution du contrat. Enfin, c'est l'une des dispositions d'exécution du contrat. Le vendeur émettant sa facture dès lors qu'il a livré la marchandise. Alors que normalement, le contrat se forme avant. Et donc, il est toujours un peu bizarre pour un juge de dire que les conditions générales de vente ont été acceptées après la conclusion. En fait, ce que fait le juge, et de façon assez pragmatique, c'est qu'il constate la répétition de l'envoi des factures et c'est le fait de recevoir des factures avec des conditions générales de vente sans les contester qui va présumer l'accord de l'acheteur mais sur la vente suivante. Donc ça, c'est souple. En matière internationale, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour une raison simple, et j'en viens à l'enjeu, c'est que ça, c'est la jurisprudence française. C'est la jurisprudence française selon le droit français et le juge français. Précisément, si vous voulez que cette jurisprudence soit appliquée, il faut pouvoir avoir choisi le droit français et le juge français. Et précisément, elles sont mentionnées dans vos CGV. Et si vous n'arrivez pas à rapporter la preuve au juge français ou étranger que vous voulez absolument aller devant le juge français, eh bien vous tournez en rond et vous risquez d'être assigné devant un autre juge, ou en tout cas, les juges français seront plus regardants sur l'accord implicite, tacite de l'acheteur étranger et risquent d'écarter vos conditions générales de vente comme non acceptées par l'acheteur. Donc, même si vous n'avez pas d'accord cadre écrit, vous devez au moins avoir la preuve que votre partenaire a accepté vos CGV. Donc, il faut déplacer la problématique au niveau de la commande, de la confirmation de commande que vous émettez, voire il faut par email demander absolument à ce que vos CGV soient formellement acceptés. Ce n'est pas forcément signé, mais il faut qu'il y ait un accord. Et puis, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un accord cadre écrit. Alors,
j'ai donné 3 exemples, il peut y en avoir d'autres, c'est les 3 principaux. Vous pouvez conclure un contrat de distribution exclusive, un contrat de distribution sélective ou un contrat, ce qu'on appelle un accord de franchise. En matière internationale, on appelle plutôt ça un contrat de master franchise ou de zone. Alors, rapidement, pour éliminer les deux derniers, distribution sélective et franchise, ne peuvent être utilisés à l'export que si votre organisation l'autorise. C'est-à-dire que la distribution sélective implique de s'organiser d'une certaine façon, déjà en France, ou au moins de vouloir le faire à l'export. La distribution sélective, c'est grosso modo, en 2 mots, organiser la pénurie, organiser ou limiter vos ventes. Souvent, pour les équipes commerciales, c'est un choc culturel assez important, puisque souvent, on va plutôt dire aux vendeurs, aux équipes commerciales, vendez, 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 le plus possible, c'est bien, c'est mieux. Distribution sélective, vous êtes dans le système un peu inverse. C'est on ne vend qu'à certaines personnes et donc, grosso modo, on refuse de vendre à beaucoup d'autres. Donc, ça implique à l'export soit d'avoir déjà développé cela en France avec une organisation adéquate, soit de le développer à l'export. Ça implique surtout, la distribution sélective implique une notion importante, outre la restriction de vente, elle implique la notion de réseau. Ça s'applique essentiellement à ceux qui veulent créer une image de marque sur leurs produits, essentiellement des produits de grande consommation. Et puis l'accord de franchise peut être un bel outil de développement à l'export. Simplement, il implique aussi une organisation particulière. Il faut avoir fait déjà, alors souvent en France, idéalement, l'effort de formaliser un savoir-faire que vous allez licencier d'une certaine manière avec une marque plus ou moins connue à vos partenaires étrangers. Ça peut être le cas, mais là aussi, il y a un effort d'organisation qui est particulier, qui est important. Si on laisse de côté ces deux-là, il reste le contrat le plus classique, qui est le contrat de distribution, alors exclusif ou pas d'ailleurs, le plus souvent exclusif, mais ce n'est pas nécessaire, par lequel vous allez organiser une relation commerciale avec votre acheteur. Et d'une certaine manière, vous allez créer un cadre juridique bien plus important en intégrant on va dire du qualitatif dans la relation que vous avez avec votre acheteur sur lequel vous allez vous concentrer. Alors, voilà. Maintenant, parlons un tout petit peu plus de l'agent et du distributeur. Donc l'agent, ce qu'il vous apporte et ce que vous allez rechercher lorsque vous allez sélectionner l'agent et lorsque vous allez formaliser votre contrat, c'est sa connaissance du marché. Qui dit connaissance du marché dit qu'il doit rester, on va dire, en veille sur le marché, qu'il doit être actif sur le marché. Ce n'est pas toujours évident de maintenir cette connaissance sur le long terme. Cet agent commercial va être une force commerciale externalisée, indépendante. Et donc, vous allez lui donner des objectifs, vous allez lui donner des obligations générales. En revanche, vous ne pourrez pas lui demander de respecter les mêmes obligations que celles que vous imposez, par exemple, à vos salariés commerciaux. C'est lui qui va sélectionner les clients. Donc, vous allez être obligé dans le contrat, en fonction de votre politique commerciale, de lui dire un peu quels sont les clients que vous voulez, avec lesquels vous voulez contracter. Est-ce que ce sont nécessairement des gros? Est-ce que ce sont des petits? Est-ce qu'ils ont un minimum d'historique? Est-ce qu'eux-mêmes ont un minimum d'infrastructures de SAP, etc. C'est à vous de déterminer, de mettre le curseur dans la sélection des clients, ou pas d'ailleurs, s'il n'y a pas de sélection de clients. C'est lui qui va négocier avec vos clients au moment où il va, on va dire, trouver le contrat, le client, ou pas. Alors, ou pas, pourquoi? Parce que il y a une ambiguïté qui a été créée il y a quelques années par les juges français entre donc l'agent commercial et le mandataire d'intérêt commun. Avec une réaction alors un peu bizarre de la part des juges, alors plutôt en faveur des mandants par rapport aux agents, et qui conduit les juges français à disqualifier le contrat d'agent commercial en mandat d'intérêt commun, avec à la clé une absence d'indemnité de fin de contrat, ou en tout cas la possibilité de mettre dans le contrat qu'il n'y a pas d'indemnité à la fin du contrat de mandat d'intérêt commun.
Et il disqualifie ou il requalifie ce contrat de l'un dans l'autre lorsqu'il constate que l'agent commercial n'a pas la liberté de négocier le contrat. S'il n'a pas la liberté de négocier le contrat, donc les termes du contrat, principalement le prix, c'est-à-dire d'accorder des remises librement, eh bien, il n'est pas agent commercial. Alors, personnellement, c'est très avantageux pour la plupart de mes clients mandants. Juridiquement, je suis un peu plus critique parce que la base quand même de la relation avec un mandataire, qu'il soit agent commercial d'ailleurs ou mandataire d'intérêt commun, c'est d'être aux ordres, par définition. C'est peut-être pas de passer les plats et de faire simplement de passer les requêtes de l'acheteur et du vendeur par email de l'un à l'autre. Bien sûr, il a intérêt à avoir d'amener quelque chose dans la négociation, des suggestions, des idées. En revanche, normalement, l'agent commercial et le mandataire d'intérêt commun aussi d'ailleurs n'a pas la liberté de négocier sans l'accord de son mandant des prix, des délais de paiement, des délais de livraison. Donc, normalement, il négocie, et c'est là le point important que vous devez avoir en tête, c'est qu'il faut en général écrire dans vos contrats, si vous voulez éviter d'être qualifié d'agent commercial au sens des articles 134 et suivants du Code de commerce, et plutôt de tomber dans l'autre qualification qui est beaucoup plus souple, libérale, c'est-à-dire qu'il négocie avec eux, mais selon les instructions strictes du mandant, et sans avoir une liberté de négociation. Il formalise la vente ou il peut la formaliser. Alors ça, c'est la vision un peu traditionnelle des choses. Aujourd'hui, les ventes entre vendeurs et acheteurs se font par email. L'agent commercial est simplement en copie. Et dans certains cas, on peut mettre en place un système d'intranet et puis, grosso modo, il y a un bouton accepter la commande et puis c'est terminé. Donc là, il n'a pas forcément besoin de formaliser la vente en se déplaçant chez l'acheteur, comme cela pouvait se faire il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et puis l'agent peut, et à l'export, ça peut avoir énormément son intérêt, rendre des services annexes. Alors, un peu de SAV, ça dépend de ce qu'on appelle le SAV, mais surtout en amont, il peut vous faire de l'avant-vente, une véritable prestation d'avant-vente, et en aval, il peut par exemple constituer un stock tampon de produits, stock tampon de pièces détachées, prêt à être, on va dire, délivré aux clients afin de permettre des délais de livraison plus courts, plutôt que si les produits devaient partir ou être expédiés au cas par cas de l'établissement en France du vendeur. Voilà ce qu'il vous apporte et voilà ce que vous devez a priori rechercher, trancher et formaliser dans le contrat. Et puis ce qu'il ne doit pas faire, il faut y veiller aussi dans votre relation et dans votre contrat, c'est que d'abord il ne doit pas représenter un concurrent. Alors, il peut, mais idéalement non. C'est un vrai sujet à l'export parce que trouver un très bon agent à l'export dans certains pays, eh bien c'est une gageure. Il n'y en a pas beaucoup dans certains secteurs économiques qui connaissent justement bien le secteur. Et évidemment, la connaissance du secteur par un agent est acquise par le fait qu'il représente plusieurs fournisseurs du même secteur, donc concurrents. Ça lui permet de bien connaître les attentes du marché, la réglementation, les autorités, etc. Donc c'est compliqué. La représentation d'un concurrent ou deux concurrents. Après, elle cherche pour vous éventuellement de limiter à un noyau dur, on va dire aux ennemis intimes ou à l'ennemi intime. On voit souvent des exportateurs français qui acceptent que l'agent commercial étranger représente des concurrents comme ça dans l'absolu, mais il n'a pas ses concurrents français, parce qu'il les a déjà sur le marché français, il n'a pas forcément envie de les avoir à nouveau sur tel ou tel marché export. Et il les cite dans le contrat. Ça peut arriver. Ce qu'il ne doit pas avoir, c'est avoir une exclusivité territoriale absolue et sans garantie. En tout cas, sans garantie. Ils demandent souvent, les agents, d'ailleurs les distributeurs aussi, demandent souvent une exclusivité territoriale pour être les seuls à développer le produit localement. En revanche, vous devez imposer un minimum de chiffre d'affaires généré. Évidemment, l'agent ne va pas acheter vos produits, mais il peut générer. Et donc, ça va se traduire en chiffre d'affaires généré, année par année, avec comme sanction prévue expressément la perte de l'exclusivité, voire la perte du contrat.
Ce qu'il ne doit pas faire, c'est accorder au client des conditions spéciales sans votre accord. Je l'ai dit au-dessus pour des questions c'est d'abord pour des questions de qualification du contrat, mais c'est aussi pour des questions de contrôle de votre politique. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est être titulaire des licences locales et marques. Les marques, c'est moins courant. Les licences locales, cela peut arriver. Licences d'importation, ça dépend des secteurs, ça dépend des pays qui peuvent être très réglementés. Dans la mesure du possible, quelquefois c'est impossible parce que c'est nécessairement l'agent local qui doit l'être, notamment sur des autorisations d'importation. Il faut idéalement savoir si ces licences d'importation peuvent être transférables facilement à la fin du contrat. Et puis, ce qui ne doit pas être, en tout cas offert, c'est être commissionné sur des commandes indirectes. Les commandes indirectes étant bien des contrats de vente de vos produits qui se font auprès d'acheteurs locaux, mais pas en provenance de votre société, mais en provenance d'un autre distributeur établi dans un autre pays. Bien évidemment, il faut les exclure expressément, sinon vous payez des commissions sur des ventes que vous n'avez pas faites ou que vous avez faites pour ce produit-là et qui était destiné à un autre pays et peut-être sur lesquels vous avez déjà commissionné un agent commercial. Et donc, il faut faire un tout petit peu attention à la façon dont vous rédigez vos contrats. Donc, les points de vigilance, c'est le désengagement de l'agent et la cession occulte du contrat. Alors, c'est un sujet souvent, le désengagement de l'agent, on va dire le désintérêt de l'agent, surtout lorsqu'il n'a pas de quota minima. Bon. C'est sûr que quand il n'y a pas de quota minima et qu'il y a une exclusivité, vous êtes dans une situation très compliquée. Mais même quand il n'y a pas d'exclusivité, c'est logique de dire à un agent commercial d'être, on va dire, impliqué dans la prospection. Donc il y a cette notion d'implication, on va dire quotidienne, régulière, peut-être pas quotidienne, on va dire régulière, dans la promotion de vos produits localement. La cession occulte du contrat, c'est un sujet qui peut arriver quelquefois, notamment lorsque vous contractez avec des sociétés. Alors j'ai dit cession occulte, c'est pas exactement ça. On va dire juridiquement, c'est le changement de contrôle de la société qui est votre agent. Et souvent, les sociétés sont gérées et détenues par une personne, et c'est d'ailleurs en considération de cette personne, ce qu'on appelle l'étude personnelle, que vous avez contracté. Et au bout d'un moment, ce gentil monsieur, cette gentille dame va passer la main soit à quelqu'un d'autre, soit au reste de sa famille. Et en fait, la qualité de la relation ne va pas être la même. C'est pour ça que dans certains cas, lorsque vous avez un agent commercial société, il est préférable de mettre une clause de changement de contrôle pour vous assurer que le contrat ne sera pas cédé de façon occulte, c'est-à-dire que votre interlocuteur sera un tiers. La cession réelle du contrat est moins classique, ou en tout cas vous avez la main dessus parce que vous allez autoriser ou non la cession du contrat par un agent commercial, personne physique ou personne morale, à un autre agent commercial. Donc ça, vous allez être informé et vous allez donner votre accord. Un point de vigilance de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle l'éthique et le respect des réglementations anticorruption. Évidemment avec les agents commerciaux, les intermédiaires, aussi avec les distributeurs, mais avec les intermédiaires. Vous pouvez être soumis, à mon avis, la plupart des sociétés françaises à terme vont être de plus en plus soumises à cette réglementation anticorruption qui est quand même sur des seuils encore importants en termes de nombre de salariés ou d'importance de l'activité. C'est un cercle vertueux de toute façon. Donc dire à votre agent commercial et le rappeler et l'écrire et en tirer des sanctions notamment de résiliation qu'il n'a pas à notamment chercher à corrompre des officiers publics ou même des dirigeants d'entreprises privées pour favoriser indirectement votre business, c'est important. Ça vous permettra de vous couvrir d'ailleurs, alors ça dépendra de la législation locale hein, souvent, hein, mais ça peut vous permettre de vous couvrir si vous avez des enquêtes ou si vous avez une infraction pour montrer que c'était un sujet sur lequel vous aviez insisté et vous étiez prêt à sanctionner votre agent là-dessus. J'ajoute que, bien évidemment, si vous constatez une pratique de corruption, c'est un cas de résiliation, même si ce n'est pas écrit, et c'est même un cas de résiliation pour faute grave, la faute grave étant exclusive de l'indemnité de fin de contrat.
Point de vigilance autre, c'est l'émission dans l'organisation de l'agent. L'agent commercial n'est pas votre salarié, donc vous ne pouvez pas vous y mixer dans son organisation quotidienne. Contrairement à un salarié à qui vous pouvez quasiment demander ce qu'il fait du matin au soir, si grosso modo il respecte des horaires. Là, non, ce que vous allez lui demander, vous pouvez lui demander son plan d'action sur un mois, sur un trimestre. Vous pouvez lui demander qui il a vu d'une façon générale, sans forcément avoir ses horaires, mais quels sont les prospects. Vous allez évidemment lui demander des rapports d'activité, mais c'est des rapports d'activité, on va dire, assez larges sur des périodes d'un mois ou un trimestre. L'autre point de friction potentielle avec un agent, surtout quand ce sont des petites structures, c'est lorsque il donne la priorité à d'autres produits ou mandants. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous allez vous concentrer sur les concurrents. Donc, vous allez lui dire, par exemple, interdiction de représenter les concurrents. Très bien. Il ne va pas représenter le concurrent, mais il va commencer à représenter des produits souvent non concurrents, mais qui intéressent les mêmes clients. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Il va, faire moins d'efforts pour développer vos produits, et tout en respectant la clause de non-concurrence, eh bien, il va être moins efficace. Ça, c'est un sujet qu'on peut écrire dans les contrats, comme moi j'écris la plupart du temps, en disant que il peut accepter tout nouveau mandat, tout nouveau produit, mais il doit vous donner des garanties, ou au moins vous expliquer comment il va, avec ses équipes ou avec les moyens qu'il a, humains, techniques, continuer à avoir la même importance et la même qualité d'activité pour vous. Et puis l'autre point de vigilance, c'est l'indemnité de fin de contrat, bien évidemment. Donc, un agent commercial, à la fin d'un contrat d'agent commercial, sauf faute grave, vous lui devez l'équivalent de 2 ans de commission. Je dis bien de commission. Donc en fait, c'est 2 ans de son chiffre d'affaires, parce que lui, son chiffre d'affaires, lui, c'est les commissions qu'il vous a facturées. Donc c'est beaucoup, c'est même unique en droit français, qu'un prestataire reçoive à la fin de son contrat 2 ans de chiffre d'affaires, finalement, d'indemnité. De son point de vue, c'est 2 ans de chiffre d'affaires. Grosso modo, dès lors que le contrat a duré 2 ans. En dessous de 2 ans, ça va être proratisé. Au-delà, ce sera 2 ans. J'ai vu des cas exceptionnels où un agent commercial avait 45 ans d'activité pour des entreprises anglaises, et voilà, on a demandé 5 ans de commission, il y en a eu 3, mais bon. Voilà. Et sinon, ces 2 ans, c'est quasi forfaitaire d'ailleurs, ce qui ne devrait pas être le cas. Les juges devraient en principe caractériser le montant qui est dû à l'agent commercial. La plupart du temps, malheureusement, les juges s'en tiennent à une sorte d'évaluation forfaitaire de 2 ans, c'est quasiment un usage. Bon. C'est un coût. Donc, la meilleure façon, c'est d'essayer de requalifier ou de ne refuser de qualifier le contrat d'agent commercial et de le requalifier en mandat d'intérêt commun, puisque dans ce cas, vous pouvez tout à fait écrire qu'à la fin du contrat, le mandataire, l'intermédiaire, n'aura pas d'indemnité de fin de contrat. Ce qui n'est pas le cas dans un contrat d'agent commercial, puisque c'est d'ordre public. C'est d'autant plus facile à l'export que vous allez écrire en anglais, et dans les 2 cas, le mot sera agent. Plutôt agent que commercial agent. Quand vous écrivez ça à un agent commercial français, dans un franco-français, il voit tout de suite le sujet, parce que vous allez mettre les 2-3 mots magiques dans le contrat, donc le fait qu'il n'a aucune liberté de négociation, parce que c'est ça vraiment le critère important. Et puis éventuellement, vous allez carrément dire le contrat n'est pas soumis aux articles XY, enfin L134 et suivants du Code de commerce. Et ce n'est pas un agent commercial, c'est un mandataire d'intérêt commun. L'agent commercial professionnel français sait très bien que là, ce qui est en jeu, c'est son indemnité de fin de contrat de 2 ans de commission. À l'export, ces petites finesses franco-françaises sont moins connues évidemment des agents étrangers, et surtout la terminologie va être la même. Alors, si l'on dit quelques mots, alors vous allez voir que finalement c'est assez proche. Alors voilà, toc toc. Le rôle économique dans certains cas, ou en tout cas les problématiques que vous pouvez retrouver entre distributeurs et agents peuvent être proches. Sur la connaissance du marché, par exemple, sur sa loyauté, sur le fait de ne pas représenter un concurrent, etc.
Ce que le distributeur va vous apporter, donc, c'est la concentration des ventes sur un client. Donc, c'est lui qui va, c'est ce distributeur-là qui va d'abord vous devoir des encours importants, donc ça vous de les contrôler. En revanche, c'est lui qui va supporter le risque financier à l'égard des clients locaux. C'est lui aussi qui va prendre la responsabilité à l'égard de la conformité locale, des règles locales, du dédouanement éventuellement. Ça, c'est de la négociation que vous devez faire avec votre distributeur. Et puis, bien, il va assurer seul la promotion et le développement local, et normalement à ses frais. Il va éventuellement, et peut-être plus facilement, réaliser les services annexes en amont ou en aval de la vente. Le rôle du distributeur, c'est quand même surtout d'utiliser un distributeur. Ce n'est pas uniquement de concentrer des ventes sur un seul point d'entrée dans un pays, un ou plusieurs distributeurs dans un pays. C'est aussi, et ça dépendra du contrat que vous aurez négocié, c'est aussi une façon d'avoir une vision sur le marché aval, donc au-delà de cet acheteur. Au-delà de cet acheteur que vous avez finalement qualifié de distributeur. D'ailleurs, le terme le dit bien, il est un distributeur, c'est-à-dire que vous vous projetez vers le marché aval. Il faut que le contrat bien le mentionne, ou en tout cas que vous en profitiez, puis que vous cherchiez à avoir des informations, notamment en demandant à votre distributeur, par exemple, de vous consulter sur la promotion locale, les modes de promotion, d'échanger des informations avec vous sur le positionnement du prix du produit lorsqu'il est revendu sur le marché local. Il va éventuellement faire de la veille concurrentielle, etc. etc. Donc, votre contrat de distribution, c'est aussi un outil pour avoir un œil qui va au-delà de votre acheteur, niveau 1, et qui va comprendre ce qui se passe sur le marché aval, soit pour contrôler quand c'est légal, quand c'est possible, soit au moins pour être informé, et puis pour collaborer réellement avec le distributeur, pour à la fois l'aider à vendre plus et mieux. S'il vend plus et mieux, bien, il vous achètera plus et mieux, en tout cas plus. Je passe sur les points de vigilance. Alors évidemment, il y a le paiement des factures et des encours. Bon, j'allais dire c'est un minimum. Bon, après, on voit quelquefois des choses un peu bizarres à l'export, avec des distributeurs alors qui ont peut-être un rôle important à jouer, mais pour lesquels on peut laisser des factures impayées ou des encours assez énormes, assez impressionnants. Je rappelle juste que au bout de 5 ans, vos créances sont prescrites. Voilà, 5 ans, si elles ne sont pas payées, vous ne pourrez pas, en tout cas en justice, en obtenir le paiement forcé. Elles seront éteintes. Et bien, je peux vous dire que ça arrive maintenant. Parce que 5 ans, ça peut passer assez vite lorsque, entre une équipe commerciale qui gère pas très bien, un distributeur à l'export, et puis tout d'un coup qui commence à se réveiller, qui commence à discuter, et puis ça traîne. La seule façon d'interrompre cette prescription, c'est de faire reconnaître à votre distributeur. Voilà, la seule façon d'abord, c'est de se faire payer tout de suite. Déjà, vous avez des outils bancaires, notamment crédit documentaire, qui ne sont pas toujours utilisés d'ailleurs avec un distributeur. C'est souvent un peu surdimensionné avec un distributeur avec lequel normalement vous avez une relation régulière et de confiance. Et normalement vous allez avoir d'autres sujets à la fois de difficulté et puis d'autres sujets au contraire d'intérêt. Et donc peut-être que d'abord la stand-by letter of credit, donc finalement le crédit documentaire en attente pourrait peut-être être moins lourd en tout cas et plus adapté. Et surtout, il faut se faire payer, c'est-à-dire qu'il faut à un moment ou à un autre taper du poing sur la table. Et en tout cas, si vous avez un sujet sur les 5 ans de prescription, l'astuce, ou en tout cas la technique, la solution, c'est de au moins faire reconnaître à votre acheteur, votre distributeur, qu'il doit cette somme, puisque la reconnaissance de la dette vaut interruption de la prescription. Et donc, la meilleure façon de lui faire reconnaître une dette, eh bien, c'est de lui proposer un plan de paiement avec toutes les factures, le montant total et un échéancier. Voilà, et s'il accepte, vous avez interrompu et les 5 ans repartent, ce qui peut vous donner une certaine souplesse dans la gestion de ces 5 ans. À l'export, vous savez, on est loin des yeux, loin du cœur et souvent loin du contrôle de gestion, j'ai l'impression.
Le sujet de vigilance, c'est la vente sur Internet et la vente sur les places de marché. Alors, en 2 mots, on va le dire simplement, à l'exception des cas où vous êtes en distribution sélective, vous ne pouvez pas interdire à votre distributeur de vendre sur Internet et même de vendre sur des places de marché. La seule chose que vous devez faire, que vous pouvez faire, et à mon avis que vous devez faire, parce que c'est quand même, semble-t-il, on va dire la stratégie de base aujourd'hui à l'export, c'est de favoriser l'omnicanal. Donc, vous avez probablement intérêt à favoriser la vente sur Internet, mais à l'encadrer par, une charte Internet sur ce que vous voulez en termes d'environnement, de marque, en termes de qualité de l'outil Internet, etc. Les points de vigilance, c'est votre image de marque. Ça dépend du produit que vous avez. Si vous êtes en B2B, c'est peut-être moins important que si vous êtes en B2C. L'éthique et corruption, je l'ai déjà indiqué. Alors, c'est important et c'est peut-être encore plus important pour le distributeur. La priorité à d'autres produits, c'est une problématique qu'on reconnaît, qu'on voit un petit peu aussi dans les contrats d'agents. Et l'indemnité de fin de contrat, alors a priori, si vous êtes soumis au droit français, il n'y en a pas. Ça, il n'y a pas d'indemnité automatique, etc. La seule indemnité, mais qui n'est d'ailleurs pas indemnité, sont des dommages et intérêts. C'est parce que vous avez commis une faute. C'est, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la célèbre rupture brutale des relations commerciales établies ou la rupture brutale d'un contrat, donc avec un préavis insuffisant. Donc normalement, si vous respectez le préavis qui va bien, on va dire, il n'y a pas d'indemnité due à votre distributeur en principe. Alors, le préavis qui va bien, on va dire, un préavis raisonnable, il est très difficile de le déterminer. Ce sont les juges qui l'apprécient souverainement, c'est-à-dire à la fin du contentieux, c'est embêtant. Mais pour s'engager un petit peu, ou en tout cas pour donner un peu une idée, même si ce n'est pas une règle d'or, c'est vrai qu'un mois de préavis pour un an d'ancienneté, ça donne une bonne idée. Mais après, c'est une courbe, hein. C'est-à-dire qu'au début et à la fin d'une relation, enfin une relation qui a duré très peu de temps ou une relation qui a duré 15 ou 20 ans, on est sur des seuils qui sont limités. Et de toute façon, la loi française l'a limité l'année dernière, elle l'a limité à 18 mois. Donc, vous n'aurez pas plus de 18 mois. 18 mois de préavis, vous l'imaginez, c'est déjà beaucoup. C'est même d'ailleurs souvent beaucoup trop, parce que ça veut dire qu'il faut vivre pendant 18 mois avec un distributeur qui sait que la relation va se terminer. Compliqué. Et puis, il y a quand même un point d'interrogation parce que tout ce que je vous dis, c'est quand même plutôt, on va dire, des règles de fonctionnement. C'est souvent des règles qui sont tirées du droit français, qu'on peut retrouver dans d'autres pays parce que, somme toute, le contrat distributeur est à peu près partout, représente économiquement le même fonctionnement, le contrat d'agent compréhensible. Mais si votre contrat est soumis à un droit étranger, l'un des points de complexité ou de sensibilité, c'est est-ce que le droit étranger accorde une indemnité au distributeur à la fin du contrat? Et dans beaucoup de pays, c'est le cas. Il y a la célèbre droit belge qui le prévoit sous certaines conditions. Il faut que le contrat soit exclusif, à durée indéterminée, etc. Mais il prévoit. Beaucoup de droits font souvent, alors pour un juriste français, c'est un peu une hérésie, mais bon, font un parallèle entre le contrat de distribution et le contrat d'agent et vont aller tirer du contrat d'agent ou de la réglementation sur le contrat d'agent le droit à indemnité pour l'appliquer aussi au distributeur. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un point de vigilance et c'est un point de vigilance qui doit vous amener la plupart du temps à absolument vouloir être soumis au droit français. Alors, je vous laisse le panorama sur les implantations directes, parce que ce n'était pas exactement le cœur du sujet aujourd'hui, mais juste pour vous dire qu'il y a donc le bureau de liaison, la succursale, la filiale. Chacune a un rôle économique à jouer. Vous ne pouvez pas faire jouer un rôle économique à une entité alors que ce rôle devrait être joué par une autre entité. Chacune a des formalités, des ressources et un statut juridique différent. Et surtout, et ce n'est pas écrit là, mais il faut l'avoir en tête, un régime fiscal différent. Et bien évidemment, dans ces cas-là, il faut avoir fait valider par un avocat local ou un conseil fiscal local l'implication, la création, par exemple, d'une succursale ou d'une filiale dans un pays étranger.
évidemment, la filiale, on est dans un investissement plus lourd, plus complexe au plan administratif, même au plan humain. Et c'est un saut important pour une société française lorsqu'elle crée une filiale. On peut voir ça lorsque la société, par exemple, va soit racheter son distributeur, ça arrive, soit arrêter d'avoir un distributeur exclusif et créer sa propre filiale dans un pays, parce que le pays commence à arriver à un stade de maturité où il faut être présent, il faut passer une deuxième étape et être vraiment au contact direct des clients. Donc ça relève de choix aussi de stratégie de développement, mais avec des contraintes qui sont différentes selon ces trois cas-là. Christophe, pardon, je vois que je disais, je ne sais pas combien il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas parler de la joint venture parce que c'est un peu le mix entre ce qui est déjà écrit, et ce n'est pas exactement le contrat d'agent et de distribution. Je vais vous dire 2 mots techniques avant de passer à quelques quiz sur le droit applicable et le juge de l'arbitre. Ça, c'est des sujets communs sensibles à l'export. Le droit applicable, c'est un choix nécessaire, comme cela est écrit, parce que ça va régler tous les droits et obligations de votre contrat. Et donc, si vous passez d'un régime peut-être favorable à un régime défavorable. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que malheureusement, ce n'est pas totalement suffisant, parce que même si vous êtes soumis au droit français, vous avez, sur des points ponctuels, le risque d'être soumis à des règles de droit local sur des points, par exemple, de droit de la concurrence, de faillite, de votre acheteur, etc. Mais c'est un choix nécessaire et qui va avoir des conséquences immédiates dès le premier jour de la conclusion du contrat. Alors, comment on le fait? Eh bien, tout simplement, on le fait par une clause de droit applicable. C'est soit le droit français, alors à tout prix ou pas, oui, vous avez intérêt. Parce que même si le droit français peut, sur certains points, être négatif pour vous, il s'inscrit, c'est tout le droit français. Et c'est quelque chose que, en fait, vous maîtrisez déjà un petit peu sans le savoir. Donc, vous avez intérêt. Alternativement, on voit souvent le droit suisse qui sort. Le droit suisse a beaucoup d'intérêt. D'abord parce qu'il est souvent accepté par les étrangers en pensant que le droit suisse est neutre. En fait, c'est juste l'esprit, c'est la Suisse est peut-être neutre, mais le droit n'est pas forcément neutre. Neutre, j'entends entre un vendeur et un acheteur, un agent et un mandant. Mais voilà, il a cet avantage-là d'être souvent accepté par la partie étrangère. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si votre clause de droit applicable est mentionnée dans un contrat de distribution, il est impératif que cette clause vise à la fois le droit applicable au contrat de distribution lui-même, le contrat cadre, et également toutes les ventes, tous les contrats de vente qui seront conclus. Sinon, vous risquez d'avoir une dichotomie entre le droit applicable au contrat de distribution et le droit applicable au contrat de vente. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis juste après. En l'absence de choix, ce sera le juge qui déterminera le droit applicable. Et dans ce cas-là, il faut savoir que la plupart du temps, et sans rentrer dans le détail, la loi applicable à un contrat de distribution, ce sera la loi du distributeur. La loi applicable à un contrat d'agent, ce sera la loi du domicile de l'agent. Encore une fois, l'intérêt de prévoir votre propre droit. Et la loi applicable au contrat de vente, ce sera la loi du domicile du vendeur. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir un petit hiatus entre votre contrat de distribution, la loi applicable à votre contrat de distribution, et la loi applicable à toutes les ventes qui sont conclues en vertu du contrat de distribution. Ça crée tout de suite une grosse complexité, d'où l'intérêt d'avoir vraiment une clause de droit applicable. Alors, même chose sur le règlement des litiges, mais le problème n'est pas exactement le même. Je vais aller directement à ce slide-là, comme ça vous aurez la bonne information pratique. Pourquoi définir un tribunal dans votre contrat? Tout simplement essentiellement pour des raisons à la fois de praticité, mais aussi de stratégie. Je l'ai mis juste après d'ailleurs. En étant en France, et au contraire en étant à l'étranger, vous allez maîtriser la langue de la procédure, vous allez avoir des réflexes que vous avez peut-être l'habitude devant un tribunal que vous n'aurez pas, vous allez avoir l'habitude de travailler avec vos avocats, et vous allez maîtriser vos coûts qui ne sont pas ceux de certaines procédures judiciaires, notamment des procédures judiciaires dans des pays de common law comme l'Angleterre, même le Canada, même le Québec, puisque au Québec, la procédure est une procédure civile de common law, enfin une procédure judiciaire de common law. Ça peut être l'Australie ou d'autres pays comme ça.
Alors, le vrai sujet à l'international, c'est de savoir s'il faut recourir à un tribunal arbitral. Idéalement, oui. Le problème, c'est que vous allez avoir des arbitres qui vont être neutres, par définition, qui vont être souvent très spécialisés, qui vont rendre une sentence beaucoup plus rapidement que les juges judiciaires d'un pays. Le seul problème, c'est que c'est coûteux et ça peut être complexe. C'est coûteux parce que vous devez payer les arbitres. C'est quand même le seul endroit où vous devez payer les arbitres, mais sinon ils ne travaillent pas. Donc c'est plus adapté probablement à un contrat de distribution qu'à un contrat d'agent, puisque les sommes en jeu sont peut-être plus importantes potentiellement dans un contrat de distribution que dans un contrat d'agent, sauf, et on le voit quelquefois, à définir une clause d'arbitrage à des fins défensives. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné là, prévoir une clause d'arbitrage exclut la compétence de tous les juges judiciaires, de tous les États, ou presque, on va dire. Ce qui veut dire que si vous avez toujours peur d'être assigné par votre agent ou votre distributeur dans un pays étranger, vous allez, pourquoi pas, prévoir quand même un arbitrage en sachant pertinemment que même pour vous, c'est un peu compliqué, c'est un peu cher, mais que ça va peut-être l'être au moins autant, si ce n'est plus, pour votre partenaire étranger. Ça va le dissuader d'aller devant cet arbitre et ça va plutôt le rendre plutôt conciliant pour trouver un accord amiable et éviter d'aller en arbitrage. Donc il y a une façon, il y a une vision aussi défensive quelquefois de la clause de règlement des litiges qui va, le moment venu, peser plus sur l'un ou l'autre. Et c'est notamment pour ça que je vous conseille vivement de ne pas accepter des clauses de juridiction dans des pays de common law, parce que vous allez vous retrouver immédiatement en cas de tension dans un contrat avec un partenaire qui va vous dire si ça ne marche pas, hop, je vous attaque dans mon pays. Et tout de suite, vous vous direz, il faut que j'accepte, et accepter peut-être tout et n'importe quoi. Alors, on va faire quelques quiz pour vous permettre de répondre à quelques questions. Donc, y a-t-il une différence entre un agent et un distributeur? Certains, je vais passer un peu vite parce que j'ai déjà répondu. Alors, est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui? Alors, non, parce que d'une certaine manière, ils participent tous les deux à la vente de vos produits, même si c'est direct ou indirect. Mais bien sûr que oui, il y a une différence parce que le premier, l'agent, agit en votre nom et pour votre compte. Alors que le second, lui, va acheter les produits et après, il va les revendre, ce qu'on appelle en son nom et pour son compte. Donc, juridiquement, il prend en charge toute la responsabilité de la revente des produits. Donc, chaque contrat a effectivement son rôle économique et son régime juridique distinct. Les CGV sont-elles suffisantes pour formaliser avec mon acheteur une relation de distribution? Oui ou non? Alors, vous ne pouvez pas vous contenter de dire ça dépend de mon distributeur et puis finalement elles sont déjà au dos de mes factures et c'est très bien comme ça. Comme je vous l'ai indiqué, formaliser un contrat de distribution, ça vous permet d'avoir un vrai cadre juridique et ainsi que je l'ai indiqué, ça peut vous donner une approche défensive, au moins défensive. C'est-à-dire que vous pouvez, dans certains cas, j'ai vu des clients à l'export qui ont simplement un contrat de distribution, ils n'ont pas forcément appelé accord de distribution, ils l'ont appelé accord de cadre, accord de collaboration, et il y a très peu de clauses, et il y a surtout une référence ou une reproduction des conditions générales de vente. Juste pour faire en sorte que, à minima, l'acheteur, qualifié distributeur ou pas, mais distributeur non exclusif, eh bien, va accepter les conditions générales de vente avec notamment la célèbre clause de soumission au droit français et la célèbre clause de soumission aux juges français, voire aux arbitres. Donc, il y a une vocation défensive qui permet d'ancrer un peu plus la relation dans le droit français qui vous est plus favorable. Voilà. Évidemment, hop, c'est très sensible. Pourquoi signer un accord de distribution? Mon client m'achète déjà mes produits. Alors, pour ancrer la relation en France, pour poser une règle du jeu précise et claire, pour se projeter sur un long terme ou pour améliorer la qualité de la coopération, le vrai sujet, c'est que c'est pour poser une règle du jeu précise et claire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir même une règle du jeu posée par échange d'emails au fil de l'eau. Vous pouvez avoir ça. Au fil de l'eau, vous avez un échange d'emails, on dit bon le chiffre d'affaires, l'objectif de chiffre d'affaires c'est ça, un autre email, vous aurez une obligation de non-concurrence, moi je vous reconnais une exclusivité, etc. Mais oui, mais non. Bon.
Vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui, dans 8 cas sur 10, utilise une langue qui n'est pas sa langue maternelle, comme vous d'ailleurs, c'est-à-dire l'anglais, avec un niveau plus ou moins développé, avec quelqu'un surtout qui ne donne pas la même intensité ou la même importance à des engagements pris par exemple dans des simples emails, voire dans des contrats, mais au moins avoir un contrat comme règle du jeu auquel vous pouvez vous référer, c'est bien. Mais après tout, l'intérêt du contrat, eh bien, c'est les 3 autres sujets. C'est se soumettre au droit français, tenir compte des aléas à long terme, c'est-à-dire qu'un contrat de distribution, c'est se projeter aussi sur le long terme. Et c'est anticiper certains problèmes à long terme. Et puis, c'est poser une règle de coopération qui, normalement, doit vous permettre d'avoir des avantages, créer des plus-values entre les 2 parties. Alors, en contrepartie de l'exclusivité territoriale, je demande à mon distributeur ou agent de ne pas distribuer de produits concurrents, de m'inviter une fois par an chez lui, d'investir 5% de son chiffre d'affaires en marketing, d'atteindre des objectifs d'achat minima. Toutes ces obligations pourraient être mentionnées dans un contrat. Peut-être pas le 2, mais bon. Elles ont toutes un intérêt. Mais la véritable contrepartie qui permet de contrôler, voire de sanctionner l'exclusivité territoriale, c'est l'objectif d'atteinte, enfin l'atteinte d'objectifs d'achat minima pour un distributeur ou de génération de chiffre d'affaires minima pour un agent. C'est le point central. Sinon, quand vous vous retrouvez dans des hypothèses, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire de exclusivité territoriale plus CDD, vous êtes dans une zone de risque. Pourquoi ? Parce que si vous accordez un minimum de 2 ou 3 ans à votre partenaire, agent ou distributeur, et qu'en plus c'est une période exclusive, eh bien votre risque c'est qu'il ne fasse rien pendant cette période-là et que vous soyez obligé d'attendre la fin de ces 2-3 ans pour arrêter. Et donc avoir des objectifs de chiffre d'affaires annuels, c'est vous permettre chaque année, dans cette période de 3 ans ou de 2 ans, reconductible à chaque fois, et chaque année, d'avoir une période de tir où vous pouvez dire ah, là, vous êtes totalement à côté de la plaque sur les chiffres d'affaires générés ou achetés, j'arrête. Ou je renégocie un contrat sans exclusivité, ou je vous demande de mettre sur la table des preuves, des moyens commerciaux que vous allez mettre en œuvre. Mon distributeur assure la promotion de produits d'une autre marque ayant une technologie proche. Là, la question, c'est de savoir si vous allez vous contenter d'invoquer le devoir de loyauté de votre partenaire ou si vous allez invoquer une clause de non-concurrence qui est mentionnée plus ou moins précisément. Le vrai sujet là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter d'écrire dans un contrat de distribution d'agent que celui-ci a interdiction de concurrencer vos produits. Ça ne va pas dire grand-chose, ou en tout cas, le moment venu, vous allez être un peu court dans la démonstration et vous allez être face à des discussions. Il faut pouvoir non seulement dire que il est interdit de vous concurrencer, bon, disposition un peu large, mais normalement, ce qu'on cherche aussi, c'est l'aspect commercial ou technologique. Le produit, il est concurrent pour des raisons commerciales ou pour des raisons technologiques, et souvent, ce sont des technologies qui peuvent être alternatives. Donc, il faut aussi viser l'hypothèse des technologies ou par exemple des applications dans certains secteurs chimiques ou cosmétiques qui sont alternatifs et pas simplement le produit concurrent, c'est-à-dire quasiment identique développé par votre on va dire concurrent traditionnel. Mon distributeur commercialise mes produits sur Internet. Est-ce que vous pouvez lui imposer de ne pas le faire comme dans l'hypothèse 1 et 2, ou de rerouter vers votre site tous les internets qui ont une adresse IP hors de son pays? C'est pas. Alors, sur le 3, c'est pas exactement comme ça. C'est ce qu'on appelle du géoblocking. Il y a un règlement anti-géoblocking en Europe qui, grosso modo, interdit certaines pratiques, en autorise d'autres. Difficile de rentrer dans le détail à ce stade-là. Le vrai sujet, c'est que vis-à-vis de vos distributeurs, ce qu'il faut faire, c'est lui imposer une charte Internet avec une qualité graphique de site Internet, une maintenance technique, un environnement de marque cohérent, etc., etc. C'est sa vitrine en ligne et vous avez le droit de lui imposer des critères, on va dire, qualitatifs. En revanche, vous ne pouvez pas lui interdire
de vendre, et vous ne pouvez même pas lui interdire de vendre à des clients qui seraient en dehors de sa zone. C'est pas possible, c'est interdit. Je ne souhaite pas que mon distributeur revende mes produits en dessous d'un certain prix. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés parce que c'est déjà le cas en France. Et donc, la plupart c'est ce qui existe dans beaucoup de pays. Et donc, la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est que vous ne pouvez pas interdire des prix minima de revente. Ce que vous pouvez conseiller, c'est des prix, enfin, donc, ce sont des prix conseillés. Des prix conseillés. Mais qui doivent rester conseillés. Voilà. Donc, mais ça fait partie moins de la police que vous faites vis-à-vis de votre distributeur et plus de la collaboration que vous avez avec lui. C'est-à-dire que vous allez lui donner des prix conseillés parce que vous savez que ce sont dans votre pays ou dans d'autres pays, c'est le bon positionnement. Alors, sous réserve de l'environnement économique et concurrentiel local, mais c'est pour ça que vous devez lui donner des produits conseillés. Ça a un intérêt. Je ne souhaite pas que mon distributeur vende mes produits en dessous d'un certain prix. Voilà, ça je l'avais dit, pardon. Voilà. Alors, la clause de réserve de propriété, je passe dessus, comme ça vous le lirez. La seule chose, c'est qu'il faut savoir, la clause de réserve de propriété, qui est une arme très intéressante en France, très souple, très efficace si votre acheteur est en faillite en France, elle a quasiment aucun intérêt à l'export. Quasiment aucun. D'abord parce que si on vous rend la marchandise et qu'on vous la met à disposition à l'extérieur de l'entreprise, au fin fond du Guatemala ou de la Thaïlande, bah, vous aurez l'air faim parce qu'il faut aller la chercher. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, elle ne sera efficace qu'en fonction de la loi applicable localement. Bon. Et donc, allez vérifier si quelle est la loi applicable localement. Moi, je la mets toujours dans mes conditions générales de vente-export, mais voilà, c'est au cas où. En revanche, on va se concentrer sur d'autres types de garanties, et spécialement des garanties de paiement. Alors, sur la marque, c'est un point important lorsque vous voulez développer à l'étranger. Vous souhaitez protéger votre marque à l'étranger, vous demandez à votre distributeur de l'enregistrer et il me remercie chaleureusement. J'attends d'atteindre 100 000 $ US de chiffre d'affaires pour payer le dépôt. Je vérifie sans trop tarder sa disponibilité et sa validité dans le pays en question et j'attends qu'elle soit connue à l'étranger. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas demander au distributeur de déposer votre marque. Si vous lui demandez, il sera très content, il le fera pour vous, il paiera. Et à la fin du contrat de distribution, il vous dira, je ne vous demande pas d'indemnité, en revanche, je vous demande de m'arracher la marque et pas au prix du dépôt, bien évidemment. Le vrai sujet, c'est que les marques font l'objet d'un principe de protection territoriale. Vous déposez à l'INPI en France, la marque est protégée qu'en France. Vous pouvez le déposer en Europe, auprès de l'Office européen des marques, le WIPO, et vous aurez une protection automatique dans toute l'Union européenne. Mais par exemple, pas en Suisse. Donc, vous serez obligé de faire un dépôt particulier en Suisse. Et pays par pays, vous avez des instruments internationaux qui vous permettent de faire des démarches centralisées et qui visent plusieurs pays. En revanche, vous devez viser ces pays-là. Et donc, vous devez avoir un budget et un timing pour au fur et à mesure déposer votre marque, avec le risque, si vous la déposez trop tard, eh bien, quelqu'un ait pris la place parce que c'est le système du premier arrivé, premier servi, ou plus précisément, c'est le système de l'antériorité. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, vous avez le droit de déposer une marque en France à vos risques et périls. Et si quelqu'un a déjà déposé la marque à l'INPI, il pourra immédiatement ou d'ailleurs à tout moment plus tard vous attaquer en contrefaçon pour vous interdire d'utiliser cette marque. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions, Christophe, si jamais on veut se laisser un petit temps pour… Non, j'en ai pas d'autres. J'ai déjà traité le droit applicable à travers voilà, hop, et j'arrive là. Il y a quelques liens que vous pouvez aller voir sur les contrats internationaux et les contrats d'agents que j'ai mis à la fin du slide. Et sinon, je peux répondre à vos questions complémentaires. Voilà. Merci beaucoup. Et notamment, moi, je me posais la question de comment vous, en tant qu'avocat chez Altaïr, vous pouvez intervenir à ces différentes étapes-là. Est-ce que vous pouvez intervenir en amont sur du conseil sur les choix de contrat ou est-ce que vous intervenez qu'une fois que les dégâts sont faits pour la partie litige ou Alors, ça dépend de la spécialité de chaque avocat. Hein.
des avocats qui font que du contentieux, d'autres qui font que des contrats. Moi, je fais un peu les deux, mais que dans le secteur de la distribution et de l'agence. Je fais la partie négociation et rédaction et je fais la partie contentieux de ce genre de contrat-là, surtout en matière internationale. Non, mais d'une façon globale, vous avez intérêt quand même à vous poser la question en amont avec Altair ou avec d'autres cabinets d'avocats sur d'abord sur le schéma qui vous intéresse et après avoir idéalement, nous ce qu'on fait moi ce que je fais souvent c'est une sorte de contrat type, un contrat type pour la société parce que évidemment, si la société vend des spécialités pharmaceutiques ou des dispositifs médicaux, ce n'est pas la même chose que si elle vend des produits de l'agroalimentaire, des produits de mode, des logiciels ou je ne sais pas d'autre, donc ou de l'industrie ou du produit industriel ou des robots, etc. Donc l'idéal, c'est d'avoir son propre contrat type que vous connaissez parfaitement, dont vous connaissez les non-dits ou les renvois. Hein, vous connaissez la mécanique de votre contrat. En français, en anglais, ou enfin, en tout cas directement en anglais. Pas besoin d'ailleurs de l'avoir en français fondamentalement, mais pourquoi pas. Et à partir de là, ça va être le document que vous allez pouvoir à chaque fois, on va dire, envoyer à vos partenaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est bâtir des contrats sous forme de conditions générales, conditions particulières, même un contrat d'agent ou un contrat de distribution. Pour focaliser sur les conditions particulières, eh bien, tous les points sensibles de la relation avec tel ou tel partenaire, ou les points d'adaptation, c'est-à-dire la durée, le territoire, le type de produit, les remises qui sont négociées par un distributeur, la commission qui est négociée pour un agent, les objectifs de chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à bénéficier de l'exclusivité, etc., etc. Et tout ça, c'est dans la condition particulière. Et puis après, il y a on va dire les conditions générales, entre guillemets, plus intangibles, mais que votre partenaire peut lire ou pas lire, ou qu'il a envie de négocier ou pas. Voilà. Mais c'est important de pouvoir prendre la main, de tenir la plume. Ça vous permettra d'abord de le faire dans un bon anglais, je pense, ce qui n'est pas toujours le cas de vos partenaires étrangers. Enfin, ça dépend si vous travaillez avec un anglais, évidemment, ce sera un très bon anglais ou avec un américain. Ce sera même un trop bon anglais avec une forme de contrat que vous n'avez pas l'habitude de lire. Si vous avez l'habitude de signer d'autres contrats en franco-français, bon, vous voyez comment ça se présente. Bon. Avec les anglo-saxons, ça peut être des contrats beaucoup plus longs, plus complexes. Ils veulent tout écrire, des phrases énormes, 2 pages de définition préalable. Bon, les définitions, c'est toujours intéressant de les utiliser, mais c'est souvent un peu outrancier. Donc, il faut maîtriser votre rédaction. Et après, on intervient au niveau du précontentieux, pour éviter soit de se faire attirer devant un juge étranger, soit pour, le bon moment, engager une procédure judiciaire. Le bon moment, parce que il faut réfléchir à 2 fois lorsqu'on attaque une société étrangère ou lorsqu'on engage une procédure arbitrale. Il y a des coûts, il y a du temps à passer dessus, mais quelquefois on ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que, sans rentrer dans le détail, même si vous avez une clause attributive de juridiction disant tribunal de commerce de Bordeaux, bon, vous avez un risque, on va dire, sur des hypothèses périphériques. Puis si en face il y a un avocat un petit peu teigneux ou vicieux, de vous faire assigner quand même à l'étranger. Pourquoi? Parce que tant que l'autre juge n'a pas dit qu'il était incompétent, eh bien il faut aller se défendre. Moi je l'ai fait dans l'autre sens quelquefois. Je l'ai fait pour des sociétés françaises où on attaquait en France quoi qu'il arrivait, alors qu'il y avait une clause. On expliquait qu'elle ne s'appliquait pas, etc., etc., mais juste pour mettre de la pression sur la partie adverse, pour l'amener à négocier. Donc en fait, la partie négociation contentieuse, elle est souvent un peu plus stratégique, et on attaque ou on n'attaque pas simplement pour se dire on va avoir raison, c'est simplement pour avoir un objectif, souvent d'ailleurs de négociation amiable. Alors, il y a Gabriel qui a une question, n'hésite pas à la poser directement, Gabriel, si tu veux, comme on n'est pas très nombreux. Alors, la question finalement en soi est très simple. Vous avez présenté les points forts et les points faibles de l'agent, du distributeur. Je me demandais, est-ce que pour un même pays, il est permis et est-ce qu'il peut être intéressant d'avoir plusieurs agents ou plusieurs distributeurs dans un même pays et d'une certaine façon peut-être
un peu jouer la concurrence entre eux, ou est-ce qu'au contraire, en termes de pratique, finalement, c'est contre-productif? Alors, d'abord, vous pouvez les avoir, hein, vous pouvez avoir plusieurs. Alors, vous pouvez avoir plusieurs agents ou plusieurs distributeurs. Je vais déjà répondre à la question que vous n'avez pas posée. C'est la réponse de l'avocat. C'est est-ce qu'on peut avoir un agent et un distributeur dans le même pays? En général, moi je l'ai vu quelques fois, ça fonctionnait pas très bien et il y a un peu de doublon. Hein. C'est souvent une question d'héritage à un moment. Voilà, ils ont commencé avec un agent, ils ont pris un distributeur et l'agent continue à toucher sur les commandes que vous fait le distributeur. Mais il n'y a plus besoin il y a plus besoin d'avoir un agent commercial pour inciter votre distributeur à vous acheter. Donc la combinaison des deux, elle n'est pas toujours très évidente et elle est plutôt pas bonne. Après, avoir dans un même pays plusieurs agents, plusieurs distributeurs non exclusifs, je le vois souvent quand, et même s'il n'y a pas d'exclusivité, quand il y a des zones un peu, on va dire, plus naturelles. Donc, aux États-Unis, il y en a qui est sur la côte est, sur la côte ouest, un à Chicago. Voilà. Dans dans certains pays, voilà, typiquement le Canada, des pays où il y a des grosses zones industrielles différenciées, notamment dans des États fédéraux, vous allez avoir peut-être des distributeurs ou des agents dans plusieurs zones du pays, chacun vivant à peu près correctement dans sa zone, mais en pouvant travailler dans les autres zones parce qu'ils ne sont pas exclusifs. Ça peut fonctionner. Ce que je vois aussi souvent, et peut-être plus souvent, c'est des distributeurs qui ont des segments différents. Donc, par exemple, vous allez vendre au secteur privé, enfin, vous allez avoir un distributeur qui va vendre au secteur privé, et par exemple la sécurité privée, et puis l'autre qui va vendre au service public, c'est-à-dire l'armée, ou les hôpitaux publics et les cliniques privées. Vous voyez, et vous allez avoir deux distributeurs différents, des segments différents. Évidemment, il faut bien, et là, ils peuvent avoir des exclusivités, mais il faut bien définir les segments. Sinon, et l'autre chose, surtout pour les agents, moi pour les distributeurs, là pour le coup, il faut très clairement dire comment vous arbitrez les conflits d'origine de clients. Quand vous avez plusieurs, pour un distributeur, vous vous en moquez. Il vous passe commande, c'est son problème. Il y en a un autre, puisque derrière, en fait derrière, ils se battent pour les clients, les mêmes clients, c'est leur problème. Un agent commercial, si vous avez plusieurs agents sur la même zone, lorsque vous allez recevoir à un moment ou à un autre une commande d'un client, vous pouvez avoir deux agents qui vous disent « Ah, c'est moi qui l'ai originé ». Et donc, vous êtes obligé de réfléchir à la mise en place d'un critère ou d'un mécanisme pour éviter surtout, à la fin, d'abord qu'ils ne soient pas trop tous les deux énervés, mais qu'à la fin, en tout cas, vous ne payez pas deux fois la commission. C'est ça. C'est le vrai sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'intégralité de votre question. Mais sur l'opportunité, oui, pourquoi pas. Une vaine concurrence, c'est bien. Une saine concurrence. La réponse est très très claire. Merci. Du coup, oui, à un moment, Christophe, vous parliez des crédocs pour payer les agents, les distributeurs. C'est vrai qu'on en a un peu parlé la semaine dernière avec Anne Victoria à la Société Générale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Victoria, d'intervenir sur l'utilisation des crédocs pour financer les agents ou les distributeurs. Les agents, pas vraiment, parce que non. Ouais. Les distributeurs, ça peut arriver, et à mon avis, ça dépend du pays. C'est peut-être un peu surdimensionné. Voilà, mais je laisse la réponse à la Société Générale. Non, je suis d'accord avec vous. Agents, non, parce que souvent les agents n'ont pas forcément la capacité auprès de leur banque d'ouvrir un crédit documentaire. Il faut avoir une structure financière assez solide et c'est pas souvent le cas. Qu'un distributeur, oui, a plus de relations avec une banque ou une vraie structure financière et peut se voir ouvrir des crédits documentaires. Et ce que je vois souvent avec des distributeurs, c'est justement des crédits documentaires avec des délais de paiement un peu longs. Qui peuvent justement permettre aux distributeurs localement de se faire sa trésorerie et d'avoir le temps de revendre sa marchandise. C'est le schéma qui va être utilisé avec un distributeur. Parce que finalement, l'entreprise française a confiance en son distributeur, donc c'est pas souvent tant pour se sécuriser, ou si pour le risque pays, mais c'est aussi pour pouvoir lui accorder des délais de paiement plus souples qui l'aident dans sa trésorerie.
Pour la petite histoire, pour ceux qui poseraient la question, la réglementation française sur les délais maximum de paiement, donc 60 jours, n'est pas applicable à l'export dans certains cas. Alors certains diraient dans tous les cas, au moins dans certains cas, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc elle est d'ordre public évidemment en France, franco-français. L'administration a indiqué que lorsqu'un vendeur français vendait à l'export et qu'il était soumis à la Convention de Vienne, on y revient, comme la Convention de Vienne ne prévoit pas de délai maximum dans son texte, mais comme c'est une convention internationale qui est une norme supérieure à la loi française, il fallait plutôt ne se référer qu'à la Convention de Vienne et pas au Code de commerce. Et donc les parties ont le droit à ce moment-là de prévoir des délais plus importants, donc par exemple 90 jours, sans encourir les sanctions administratives, les amendes administratives qui sont prévues. Ça, c'est sur la vente. Et sinon, l'autre hypothèse, c'est lorsque vous vendez en franco-européen, donc tout contrat, si vous accordez des délais de paiement, alors par exemple si c'est une prestation de service, mais ça pourrait être l'agence. Après tout, vous payez l'agence, c'est une sorte de prestation de service. En franco-européen, là-dessus, si vous payez sur des délais plus importants qui sont conformes à la réglementation d'autres pays européens, parce que vous savez que dans la réglementation européenne, il peut y avoir des exceptions pour aller au-delà de 60 jours, et bien en vertu des règles européennes, on ne peut pas considérer qu'il y a eu violation d'une disposition impérative française si on s'est conformé à une réglementation européenne renvoyant à une disposition nationale. Donc vous pouvez accorder des délais de paiement plus importants à l'export dans certains cas, sans encourir les foudres de la DGCCRF. Mais même le gouvernement lui-même et le Parlement est tout à fait conscient du fait que dans certains cas, vouloir impérativement limiter les délais de paiement à 60 jours, bon, c'est peut-être mieux quand même pour les exportateurs, et refuser d'accorder des délais supplémentaires, ça crée un déséquilibre concurrentiel vis-à-vis des autres exportateurs étrangers qui pourraient, eux, être plus enclins à accorder des délais de paiement à d'autres acheteurs étrangers. Voilà pour la petite histoire. Bon, idéalement, l'idéal, c'est de se faire payer avant expédition. Juste, ça évite de mettre en place des garanties bancaires et ça évite de courir après. Mais bon, là, c'est toujours la même chose. Ça fait partie des négos. C'est pas évident, je pense que quand on se lance pour la première fois à l'export, d'arriver à bien négocier sur ce type de disposition. Mais bon, c'est bien de le savoir, en tout cas en amont, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, bon, on va arriver à 10h30 tranquillement. Bon, en tout cas, merci Christophe. C'était vraiment très intéressant et bien pédagogique parce que le sujet est quand même assez complexe. Les quiz, c'était très bien. De toute façon, je remettrai la présentation en ligne et l'enregistrement également. Donc, tout ce qui n'aura pas été vu en détail, vous pourrez le reconsulter par la suite sur la présentation. Juste un dernier petit point. Oui. Donc, il y a des liens là vers. Alors, c'est un peu d'actualité aussi parce que les contrats export, ça pose aujourd'hui un vrai sujet d'actualité. C'est évidemment la crise du Covid et puis la période très trouble qui vient de passer, enfin qui est encore un peu en cours, et qui pose le problème d'un point qu'on n'a pas évoqué parce que normalement, ce n'est pas le point central d'un contrat de distribution, même si ou d'agent, c'est la clause de force majeure. Et donc, vous pouvez tout à fait vous référer à la clause de force majeure, nouvelle version de la CCI qui est en ligne là, avec des explications intéressantes. Et sinon, sur les contrats internationaux, vous avez en ligne sur un site qui s'appelle Legal Mundo, auquel j'ai contribué sur la partie française, et bien des explications sur les clauses de force majeure ou assimilées dans certains pays, dans la réglementation de certains pays, et il y en a en l'occurrence 42 en ligne.
voilà, pour compléter le panorama du contrat de distribution ou du contrat d'agence. Aujourd'hui, l'un des sujets importants, c'est effectivement est-ce que je peux invoquer la force majeure, l'imprévision ou d'autres sujets comme ça. Mais normalement, on va dire dans un processus normal, la clause de force majeure, pour être très franc, elle est très rarement utilisée, donc ce n'est pas le point central de la discussion avec un partenaire. Okay. Ça peut l'être là aujourd'hui, là, maintenant, là, enfin, je veux dire dans les 2-3 mois qui viennent, bien sûr. Hein. C'est un autre sujet. Ouais. Bah, parfait, bah, merci beaucoup. Bah, merci Gabriel pour tes petites remarques dans le chat. Un grand merci, c'était très, très intéressant. Bah, c'était le dernier webinaire du cycle. Donc, je pense qu'on a bien décortiqué toutes les étapes amont, pendant et aval. Donc, bah, merci à tous les intervenants. Bah, il y a Victoria qui est là. Et puis, bon, la team France Export et Business France était là pour le premier aussi. Donc, ça fait quand même des interventions de qualité assez précises et expertes. Donc, ça servira par la suite, même si on n'a pas eu autant de participants qu'on aurait voulu. Les contenus sont là et voilà, j'espère qu'ils seront utiles à d'autres par la suite. En tout cas, bah, merci, un grand merci à tous. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, passez une belle journée. Merci. Merci Emeline. Bon retour progressif au bureau, bon courage. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de dossiers en cours pour les activités Altaïr et Société Générale. Donc, bon courage à vous et à très bientôt, en vrai, j'espère. À très bientôt. Merci Emeline. Bonne soirée. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.